Bonjour à toutes et à tous. Si vous vous en souvenez, il y a à peu près 4 ans, j'avais fait une émission qui s'appelait le LTAD. C'est la suite. 4 ans plus tard. Et c'est sur ça que je vous dis à bientôt pour un prochain LTAD. Oui, je sais, c'est impressionnant, oui. Aujourd'hui, pour cette première émission, on va s'attaquer directement à un monument du shonen des années 80, que dis-je, un chef-d'œuvre des années 80 dans les animés et les mangas. J'ai nommé Senseiya, aussi connu en France sous le nom des Chevaliers du Zodiaque. Et aujourd'hui, pour la première fois de cette chaîne, c'est le drame. Senseiya est un manga débuté en 1986 par Masami Kurumada dans le Shonen Jump. Shonen Jump très connu, un magazine très connu pour avoir fait démarrer de nombreux autres mangas, dont nous parlerons certainement une prochaine fois. Il rencontrera un immense succès, notamment avec une diffusion dans le reste du monde excellente, évidemment dans le Club Dorothée où il sera un des dessins animés phares de cette émission, donc notamment avec le cultissime générique de Bernard Minet. Et donc, avec ce succès, il va se hisser au rang de manga légendaire, aux côtés notamment de Dragon Ball. Mais même s'il est aujourd'hui considéré comme un manga légendaire, Saint Seiya n'a pas su traverser les âges, comme l'a fait par exemple Dragon Ball. Il est resté ancré dans les années 80. Alors aujourd'hui, revenons aux bases, et posons-nous la question, Saint Seiya, qu'est-ce que c'est? Déjà, pour répondre à cette question, il faut savoir de quoi ça parle. Pour faire simple, Saint Seiya raconte l'histoire d'enfants qui se font kidnapper par une organisation dans le but de leur faire servir leur divinité. Ce qui en fait donc un scénario parfaitement irréaliste. L'histoire débute donc sur Seiya, le personnage principal, qui arrive au bout de son entraînement en Grèce, et donc récupère l'armure de Pégase. Et il devient donc le chevalier Pégase par la même occasion. Après l'obtention de son armure, Seiya retourne dans son pays natal, le Japon, pour y participer aux Galaxian Wars. Seiya participe donc à ce tournoi car le chef de la fondation Kido, donc Mitsumasa Kido, lui a promis de retrouver sa sœur qui a été enlevée elle aussi. Ce tournoi va servir à introduire les 3 autres personnages principaux, qui sont Shiryu du Dragon, Yuga du Cygne et Shun de l'Andromède. Et on apprend par la suite que Saori Kido, donc la plus ou moins chieuse du tournoi, est donc la réincarnation de la déesse Athéna, et les chevaliers de bronze, donc les enfants qui ont été entraînés pour obtenir leur armure, doivent donc la protéger. Et ensuite, l'histoire suit son cours avec l'apparition d'Iki, le chevalier du Phénix, des chevaliers d'argent, et après l'arc du sanctuaire, un des arcs les plus importants du manga. Donc ce qu'il y a à retenir, c'est qu'on va suivre les chevaliers de bronze, qui sont le rang le plus faible des chevaliers d'Athéna, et au-dessus d'eux, donc il y a les chevaliers d'argent, et au-dessus des chevaliers d'argent, il y a les chevaliers d'or. Et l'arc du sanctuaire va être donc un affrontement entre les chevaliers de bronze et les chevaliers d'or, principalement. Alors donc vous allez me demander pourquoi ça a marché. L'histoire est assez simpliste, les personnages sont assez cool mais simplistes aussi, et alors pourquoi? Eh bien c'est une très bonne question. Déjà le mélange des genres et des cultures crée un univers très intéressant. Bien sûr il y a le mélange entre les différentes mythologies, notamment grecques, japonaises et bouddhistes. D'ailleurs, ce mélange de mythologie, donc dans l'univers de Senseiya, va être appelé l'hypermythe. Ensuite, pour expliquer le succès de Senseiya, on peut y voir notamment l'inspiration des comics américains dans les pouvoirs des chevaliers. Alors oui, les super pouvoirs aujourd'hui, dans les shonen actuels, sont très communs. Il faut pas oublier qu'à l'époque, dans les années 80, ça l'était beaucoup moins. Et dans Senseiya, c'est donc le cosmos qui va être créé pour expliquer les pouvoirs des chevaliers. Donc en gros, plus ou moins, l'équivalent du ki de Dragon Ball. Mais le succès de Senseiya aurait été tout autre sans l'anime. Parce que oui, la version manga est beaucoup moins facile d'accès que l'anime. Notamment à cause du dessin, qui a, malgré beaucoup de points positifs, reste assez compliqué à lire. On peut noter par exemple, dans les points positifs, l'impact sur les coups qui est vraiment assez incroyable quand on lit le manga, et c'est aidé par des actions souvent très détaillées,
Mais le problème de ce style de dessin, c'est que ça crée des cases souvent surchargées d'informations, et donc assez difficiles à lire, avec des traits souvent très gras, on pourrait dire. Et c'est là où la version animée intervient. Car oui, le style graphique de l'animé va être complètement différent, notamment avec le travail sur la série de Shingo Araki en tant qu'animateur et chara designer. Shingo Araki qui est notamment connu pour avoir travaillé sur certaines des adaptations de manga en animé les plus importantes. Comme par exemple, je vais en citer quelques-uns, Lupin 3, Cutie Oni, Yu-Gi-Oh!, Goldorak, Ulysse 31, Cat Size, ou même encore Inspecteur Gadget. Bref, il va notamment être à l'origine des couleurs pour les chevaliers, qui n'étaient pas présentes dans la version manga. Donc par exemple Pégase en rouge, ou encore Shiryu du dragon en vert. Et là où la version animée va donc vraiment se démarquer du manga, c'est qu'elle est vraiment beaucoup plus accessible. Le dessin est beaucoup plus clean, l'animation n'est même pas si mal pour le nombre d'épisodes et pour l'époque. Je rappelle donc 114 épisodes, ce qui commence à faire beaucoup pour une adaptation animée. Et je vais parler très vite des musiques, mais elles sont évidemment incroyables, et elles ont bien sûr contribué au succès de l'anime. Et avec cette adaptation animée, le manga, donc l'œuvre Saint Seiya, va être diffusée de partout dans le monde, notamment, comme je l'avais dit au début, en France. Et donc évidemment, qui dit succès dit argent. Et là, le manga va être décliné en beaucoup de choses. Et donc ça va être décliné par exemple en jeux vidéo, ou encore en nouvelle série avec Sentia Show, Omega, le reboot de Netflix, Lost Canvas, Next Dimension. Mais le succès va apporter son lot de problèmes à l'anime. Et le principal, c'est que les producteurs ont vu que l'anime marchait bien et ont donc rallongé la sauce. Et ils ont donc utilisé des petites astuces pour rallonger un maximum l'anime. Alors, autant des fois c'est utilisé à bon escient, et là je pense par exemple à l'affrontement entre Seiya, donc le personnage principal, et Geki, donc chevalier de l'ours. Le combat est rallongé, effectivement, mais cette longueur va être utilisée pour créer une ambiance qu'on va qualifier d'irrespirable. Et la longueur de ce combat va aussi montrer que les autres chevaliers ne déconnent pas, et que Seiya va donc galérer pour retrouver sa sœur. Mais la plupart du temps, l'anime est juste excessivement long si on compare par exemple au standard actuel. Et un arc scénaristique entier va même être créé seulement pour l'anime, l'arc Asgard. Donc oui, l'anime est plus accessible que le manga, mais plus chiant. Alors comme je l'ai dit, Saint Seiya n'a pas su traverser les âges. C'est peut-être à cause du dessin du manga, et peut-être aussi que la longueur de la version animée n'y est pas pour rien, mais il y a évidemment une autre raison, et pas des moindres. Car oui, le manga est construit d'une manière très années 80, on va dire. L'histoire, c'est un peu David contre Goliath, finalement. Des mortels se dressant contre les dieux. Alors oui, c'est très classe, mais le problème, c'est que, finalement, les combats commencent à se ressembler. Aujourd'hui, il peut être lourd de voir encore un de ces mangas qui promouvoit les mêmes valeurs. C'est-à-dire que le pouvoir de l'amitié est plus fort que tout, il faut de la persévérance, et encore la volonté qui est tout le temps mise en avant. Et le pire, c'est que Saint Seiya promouvoit exactement ces valeurs. Les personnages de Saint Seiya font face à un mur, à des êtres supérieurs qui veulent les contrôler. Et c'est là où le manga et l'anime magnifient ce concept. Car oui, Saint Seiya prône effectivement les valeurs habituelles, mais tout est de plus en plus justifié au fil des combats. Car comment Seiya aurait pu passer la première maison du sanctuaire sans volonté? Comment des mortels survivent combat après combat, blessure après blessure, sans croire en eux et aux autres? Et surtout, comment de simples humains pourraient venir à bout de Dieu sans détermination et sans une solidarité sans faille? Saint Seiya montre que, face à n'importe quel obstacle, avec du courage et de la volonté, on peut le surmonter et continuer d'avancer. Et ça, c'est classe.